Le Front National n'avait pas eu un seul député depuis 15 ans. Aujourd'hui, il en a 2 et aucun ne passera inaperçu. Le très médiatique Gilbert Collard a fait parler de lui dès hier soir en déclarant qu'il serait, je le cite, le casse-bonbon de l'Assemblée. Il avait en fait employé un vocabulaire plus cru. Autre élu du Front National, Marion Maréchal Le Pen, elle sera la Benjamine de l'Assemblée. Ce soir, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous. Fiers d'abord de nos résultats, à la mesure du travail que nous avons fourni. Enfin, aujourd'hui est effacé l'outrage infligé en 1990 à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Justice est faite, et l'avenir est désormais à nous. Alors, on va parler du bilan des législatives pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à mon avis, le seul parti d'opposition qui existe, qui est le Front National. Et en fait, malgré une énorme poussée en termes de nombre de votants, le résultat est quand même très faiblard et montre bien comment le système de ce qu'on appelle la démocratie représentative verrouille totalement la démocratie. Puisqu'il y a 2 élus. Hein. Et puis surtout, là, je vais revenir sur ma divergence, d'une certaine manière, avec Marine Le Pen. C'est qu'en fait, il y a 2 élus en région, on va dire région sud, sur une ligne, on va dire la ligne qui n'est pas intéressante du Front, qui est la ligne ethnique, en gros, qui est le vote petit bourgeois, le vote retraité anti-immigré, on va dire globalement. Alors que ce qui aurait été intéressant, et je pense que c'est ce qui faisait le plus peur au système, c'est que Marine se fasse élire dans le Nord, sur une ligne sociale, comme candidate, je dirais, sur le plan de la gauche sociale, à gauche de la gauche. Hein. Et là, elle a échoué. Alors elle a échoué parce que tout le système, effectivement, était contre ça. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué la dernière fois, et c'était d'ailleurs la mission du maçon Mélenchon, de Mélenchon-Latruelle, c'est qu'en fait, le système bipartite, gauche-droite, et on verra bien que par l'élimination de Bayrou, par d'ailleurs l'utilisation de Mélenchon, mais son maintien dans la marge d'impuissance, que tout le combat du système aujourd'hui, c'est de maintenir le bipartisme gauche-droite. Hein. C'est fondamental. Et dans cette vision-là, ils veulent bien qu'il y ait une gauche de la gauche et une droite de la droite, qui sert de force d'appoint et d'auxiliaire, c'est-à-dire l'extrême gauche pour le PS et ce qu'ils appellent l'extrême droite pour l'UMP. Ça leur va. Ce qui veut dire que l'élection, à la limite de Collard, dont on reparlera, je ne parlerai pas de Marion Maréchal, c'est encore un petit peu différent, mais enfin, l'élection de Collard, c'est pas gênant, parce que c'est, on va dire, un candidat à droite de la droite, avec des alliances, voilà, extrême droite, droite. Dernier mot, on sait que pour l'UMP, pour la droite traditionnelle, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui va s'écrire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que vous avez envie de leur dire, par exemple, tiens, si on essayait au moins de discuter? Mais écoutez, si je suis élu, c'est que j'ai discuté. Comment aurais-je eu les voix de l'UMP sinon? Non, mais oui. Je n'aurais pas été élu avec les seules voix du Front National. C'est une majorité de voix de l'UMP qui, en se portant sur moi, m'ont permis d'être élu. L'événement important de cette élection, c'est bien que les électeurs et les électrices de l'UMP sont venus m'apporter leur voix. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Ça, c'est pas gênant pour le système. Ce qui était gênant pour le système, c'était le vote Marine Le Pen sur une terre ouvrière qui bat un candidat socialiste en étant plus à gauche que lui sur la question sociale. Ça, c'est ce dont le système ne veut pas, parce que ça met en l'air tout le baratin antifasciste qui avait d'abord été monté par les staliniens comme pendant la guerre, mais qui après a été récupéré par les trotskistes, et qui veut que ce qu'ils appellent l'extrême droite systématiquement soit la droite de la droite, c'est-à-dire plus patronale que le patronat, plus libérale que les libéraux, ce qui est évidemment faux, puisque ce que même appelle l'extrême droite, qui est souvent en fait du nationalisme révolutionnaire de la troisième voie, sont systématiquement des mouvements sociaux qui, quelque part, ont continué l'analyse de Marx sur comment être le plus à gauche social le plus à gauche possible sur le plan social, en fonction du processus mondialiste financier, etc.
Donc effectivement, pour que l'antifascisme reste une arme de destruction massive du système comme l'antiracisme, il ne faut absolument pas qu'un candidat du Front National soit élu en terre ouvrière, en étant élu par les ouvriers, parce que candidat plus à gauche sur le plan social que le candidat de gauche officiel. Ça, c'était ce dont le système ne voulait pas. Et il a gagné en faisant l'union sacrée contre Marine Le Pen, avec le rôle qu'a servi Mélenchon-Latruelle, pour y aller. Et c'est assez triste, parce que moi, j'aurais préféré évidemment un seul élu au Parlement, mais dans le nord social, et qui aurait été Marine Le Pen, que 2 élus dans le sud ethnique. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Et là où je vais lui faire une petite critique, c'est qu'elle a été battue pour 112 voix ou 117 voix, ce qui est très très peu. Or, je sais par mes informations qu'elle a été battue parce que, comme on le dit, les Arabes sont allés voter au 2e tour contre elle, alors que normalement, ils restaient chez eux, notamment les vieux, etc. Ce qui veut dire que là, elle a payé, ce qui est à la fois triste mais moral, elle a payé pour sa ligne totalement grossière sur l'islam. C'est-à-dire que son positionnement antimondialiste est totalement cohérent et subtil, mais sa position anti-islam est une position finalement droitarde qui fait de l'amalgame, notamment sur l'affaire Mera, elle a très mal réagi. En l'occurrence, ce que je vois, c'est que dans le monde, le terrorisme aujourd'hui est le fait du fondamentalisme islamique. Point. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, bah excusez-moi. Bah oui, mais d'accord, moi je veux bien qu'on lutte contre un danger qui n'existe pas. Hein. Mais ça fait des années que des associations antiracistes luttent contre un danger qui n'existe pas. Hein. Ils ont beaucoup lutté contre le Front National, qui n'était pas du tout raciste, mais ils ont oublié de lutter contre le vrai danger. Et le vrai danger, c'est le fondamentalisme islamique. C'est lui qui tue en Irak, c'est lui qui tue en Afghanistan, c'est lui qui tue en Libye, c'est lui qui tue, etc. Bon, c'est lui qui tue en Indonésie, c'est lui qui tue au Mali. Bon, c'est aujourd'hui le danger, le fascisme vert, ce que j'appelais le fascisme vert, et contre lequel il faut lutter, c'est le fondamentalisme, voilà, islamique. Et je pense qu'elle a inutilement et bêtement humilié des gens qui font partie de ce que j'appelle la droite des valeurs, qui sont les musulmans patriotes, les musulmans du quotidien, et que quelque part, elle vient d'être sanctionnée parce que ces 112 voix qui lui ont manqué, ces 112 voix qui ont été contre elle, c'est-à-dire qui ont été du côté du candidat socialiste, c'est les voix des musulmans qui se sont déplacés spécialement pour voter contre elle. C'est tragique parce que si elle avait eu un positionnement sur l'islam, comme le mien, qui est un positionnement sans concession, sans démagogie, de tendre la main aux musulmans du quotidien au nom de la droite des valeurs, sur les valeurs du Front National, respect de la famille, du patriarcat, de la hiérarchie, de la transcendance, comment dirais-je, opposition au monde mammonique, etc., etc., elle aurait été élue. Là, elle a été battue, alors qu'elle pouvait surmonter le merluchon, la truelle, elle pouvait surmonter l'union sacrée contre elle, et ce qui l'a fait chuter en dernière instance, pour 112 ou 117 voix, c'est le vote musulman. Voilà. Elle a bêtement insulté les musulmans, en manquant de finesse dans son positionnement. Il n'est pas question d'être baboucholâtre, mais simplement d'être honnête et moral. Elle a très mal joué sur l'affaire Mera. L'affaire Mera n'est pas, comment dirais-je, ne montre pas du doigt le problème musulman en France. Il montre en France le problème de la délinquance et de la complaisance envers la délinquance qui vient d'une vision américano-trotskiste des choses, je dirais, et elle vient surtout de la manipulation des services au service du sionisme, car l'affaire Mera est une opération, de quoi qu'on en dise, est un montage, est une manipulation, quel que soit le rôle qu'il ait joué. Et c'est des vidéos, quand vous les avez vues, elles étaient en français ou en arabe? Non, non, c'est des échanges en français. En français, donc vous avez pu entendre, et ça vous a convaincu du fait qu'il aurait été, pour reprendre votre mot, exécuté. Exécuté et manipulé depuis très longtemps, et manipulé, je ne sais pas, mais en tout cas, en relation très étroite avec les services de renseignement. Il dit qu'ils l'ont envoyé dans une série de pays arabes, et qu'il dit à plusieurs reprises... pourquoi est-ce que vous me tuez? Vous savez que je suis innocent. Et les interlocuteurs, attendez, les interlocuteurs ne demandent pas. Ils lui proposent même de l'exfiltrer pour le sortir de cette situation. Voilà. Marine Le Pen a très mal réagi sur cette question. Elle a une position qui n'est pas digne d'un chef d'État sur l'islam et les musulmans, en leur déclarant la guerre assez globalement. Même si certains prétendent le contraire, le message n'est jamais bien passé. Et ça lui a coûté le fait de ne pas rentrer à la Chambre
et de ne pas être élu justement en terre ouvrière sur sa ligne sociale, ce qui est assez dramatique. Ce matin, la vedette, ce n'est pas elle, mais sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Marine Le Pen n'avouera pas une once de déception. Est-ce que j'ai une tête à avoir un réveil difficile? Battue in extremis, elle a obtenu 49,9% des voix. Dans une circonscription sociale-communiste depuis 80 ans, c'est quasiment un exploit, il faut bien le dire. Hier soir, chez les militants, pas de larmes, l'élection d'autres députés frontistes a consolé. Et surtout, ce qui est très triste, c'est que finalement, elle a fait le sale boulot, elle a fait le gros boulot, car elle a fait un énorme travail, pour faire entrer à la Chambre des députés un avocat mondain, franc-maçon lifté, sur une ligne finalement petite bourgeoise, rentière, retraitée plus ou moins anti-maghrébine, c'est-à-dire Front du Sud, qui est finalement, Le Pen père d'ailleurs l'a bien remarqué, assez catastrophique, parce que Collard n'a même pas sa carte du Front National. Hein. Marine Le Pen a réagi cet après-midi, vous l'avez d'ailleurs rencontrée. Elle ne trouverait pas absurde que vous puissiez prendre votre carte au Front National et entrer ainsi au bureau politique. Allez-vous prendre votre carte au Front National? Non. Je veux garder le rôle qui est le mien de rassembleur. Donc voilà, donc Marine, finalement, a été punie par là où elle a péché, et c'est le seul endroit où elle avait péché, hein, c'est son manque de précision sur son opposition à un certain islamisme et à certains musulmans qui sont, je le dis moi, des mauvais musulmans, et qu'elle a amalgamé. Et finalement, le système l'a, je dirais, baisé, parce que le système est très fort, puisque finalement, tout son travail a constitué à faire élire un franc-maçon, on va dire droitard, avocat mondain assez louche, qui a un parcours assez louche, hein, et qui ne pose aucun problème au système en réalité, on va s'en rendre compte très très vite. Voilà. Donc finalement, peut-être la seule satisfaction de ces législatives, c'est l'élection de Marion Maréchal, qui est, dont je dirais simplement pour en dire du bien, qu'elle relaie, elle, sur son blog, tous les mois, ma vidéo du mois. Hein, c'est un petit signe, ce qui veut dire que mes vidéos du mois sont maintenant relayées par un élu de la nation, ce qui est quand même un bon signe, et je l'en remercie. Voilà. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Oui, alors je lis un peu les commentaires, et il y a, bon, ils sont en général très sympathiques, et puis il y a toujours des trucs qui reviennent, des trucs qui ne passent pas. Alors je crois que les deux sujets, c'était sur Rousseau, hein, quand j'avais bien expliqué la dernière fois qu'il n'y a pas de bon sauvage chez Rousseau. Dans la pensée de Rousseau, ça n'a pas de sens, l'idée du bon sauvage. C'est une mauvaise interprétation. Il y a peut-être une phrase de Rousseau qui prête un peu le flanc. Donc je vais repréciser cette question, notamment pour des amis royalistes, parce que c'est toujours embêtant de voir que Rousseau est très brutalement attaqué comme un penseur des Lumières et un penseur, ce qui veut dire penseur libéral, puisque les Lumières, c'est le libéralisme à la française. C'est la transposition française du mouvement libéral anglais, d'une certaine manière, et on se rend bien compte, grâce d'ailleurs au travail de Marion Sigaud, notre camarade, que en fait les Lumières ont amené en France le libéralisme, et que c'est ce qui a détruit la monarchie, c'est pas l'absolutisme royal qui a été mis à bas parce qu'il était justement absolutiste, parce que ça n'existait pas, c'est qu'en fait, à travers les Lumières et les encyclopédistes, ça a été finalement le triomphe de la pensée libérale, et surtout du libéralisme social, on le voit avec la loi Le Chapelier, etc. Et c'est ça qui est systématiquement occulté, et Rousseau n'est pas dans ce complot, je dirais. Il est très au-dessus de ça. Il est, comme je l'ai dit, comme Nietzsche, c'est un penseur complexe, ambivalent, qui excède toujours les catégories gauche-droite, progressiste, réactionnaire, etc. Donc je vais revenir là-dessus, ce premier sujet. Et le deuxième sujet, c'était sur le philosémitisme. Alors chaque fois que je dis qu'il n'y a pas de philosémite avant 1945, on me sort toujours, alors la dernière fois sur Tolstoï, on a encore insisté. Alors je vais repréciser encore. Et là, on m'a dit sur Nietzsche, hein, effectivement, Nietzsche philosémite. Alors je vais bien creuser le sujet, parce que c'est assez amusant. C'est un truc à double détente, le philosémitisme de Nietzsche. Donc le bon sauvage de Rousseau, suite et fin. Hein. Il n'y a pas de bon sauvage chez Rousseau. Ça ne veut pas dire que l'homme est naturellement bon, simplement que le mal, qui est une valeur morale, n'existe pas à l'état de nature. Le lion ne fait pas de mal à la gazelle, il la mange.
La question du bien et du mal naît donc avec l'homme civilisé, c'est-à-dire quand celui-ci s'élève par l'histoire au-dessus des instincts pour devenir un être collectif soumis à la question morale. Là seulement naît la question du bien et du mal, à la sortie de l'innocence. Avant, à l'état de nature, cette question n'a pas de sens. Ce qui veut dire que la question du bien comme du mal sont à chercher non dans la nature de l'homme, ni bien ni mauvais, ou potentiellement les deux, mais dans la société qui oriente ses potentialités par ses valeurs. Et que c'est là qu'il faut mener le combat. Voilà. Bref, c'est une question philosophique sérieuse. Ce qu'il faut bien comprendre donc, c'est que, en fait, Rousseau a inauguré la pensée, ce qu'on appelle la pensée de l'histoire. Avant, il y a la pensée religieuse, c'est-à-dire l'idée du péché originel, par exemple. L'homme est marqué par le péché originel, c'est la croyance des catholiques. Et de l'autre côté, il y a la pensée, on va dire, c'est celle de Voltaire, la pensée anti-religieuse qui dit il y a une nature humaine. Donc l'homme est un animal, alors c'est de savoir après s'il est bon ou mauvais, etc. Et Rousseau introduit une troisième façon de penser, qui est la façon de penser, je dirais, moderne, révolutionnaire, et qui n'est ni la pensée Dieu, ni la pensée nature, mais qui est la pensée histoire comme processus où c'est l'homme, quelque part, qui se fait lui-même, voilà, comme être collectif, être moral, être social. Et cette explication, je l'ai donnée la dernière fois en lisant De l'état civil. Voilà. C'est pour ça que Rousseau est le très grand penseur de la modernité, puisqu'il introduit la pensée historique, c'est-à-dire ni pensée religieuse, ni pensée naturelle. Et tous les penseurs sont, comment dirais-je, lui doivent quelque chose. Ils sont passés derrière lui. Kant, Marx, mais même le Nietzsche de la généalogie de la morale. C'est-à-dire que et évidemment, la raison dans l'histoire, Hegel. C'est-à-dire que toutes les pensées après Rousseau sont historicistes, et c'est lui qui a inventé ça dans ce génial bouquin dont j'oublie à chaque fois le titre, qui est... Discours sur l'origine de l'inégalité parmi voilà, les hommes. le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Voilà. La pensée comme processus historique, et l'homme comme processus historique en cours, toujours en cours. Donc de dire l'homme est-il bon ou mauvais, c'est dans sa nature, on peut tout faire dire à la nature, et l'homme est celui justement qui est un animal social et culturel. Voilà. Et ce qui veut dire que le combat du bien et du mal est à mener dans la société, c'est le combat des valeurs. Voilà. Et l'excuse de la nature, ou même l'excuse de la religion, péché originel ou animalité de l'homme, est une approche très très médiocre et très très faiblarde pour aborder la question du bien et du mal. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Ce qui veut dire que la philosophie est une question très sérieuse, et que Rousseau est un très grand philosophe, et qui inaugure l'ère moderne de la philosophie, qui, je le dis, amène à tous les grands penseurs d'après lui. Et qui fait que Voltaire est un petit penseur libéral, et sinon il y a la religion, c'est-à-dire effectivement, mais on n'est pas dans le concept, c'est-à-dire le péché originel, et Dieu, enfin l'homme à l'image de Dieu, etc., etc. C'est autre chose. Voilà. Et Rousseau donc n'est ni un penseur religieux, ni un penseur de la nature, c'est un penseur de l'historicité totale. Voilà. C'est pour ça qu'il est pré-kantien, pré-marxiste, pré-hegelien, pré-nietzschéen, et que c'est le maître de tous les penseurs. Voilà. Et il n'est pas réductible, surtout pas à un penseur libéral, à un penseur des Lumières, à un encyclopédiste. Les encyclopédistes le détestaient. Il ne faut pas oublier. Voilà. Nietzsche est un penseur subtil. Il s'oppose beaucoup à la brutalité de la pensée prussienne émergente, et effectivement à l'antisémitisme prussien. Nietzsche est un penseur, exactement d'ailleurs comme Rousseau, est un penseur ambivalent. Ce n'est pas un penseur à système, c'est un penseur qui voit et qui anticipe la contradiction des systèmes dominants à venir et des systèmes des autres. Mais lui-même ne produit pas de système. Ce qui veut dire qu'il y a un Nietzsche de gauche et un Nietzsche de droite. Il n'est pas lui-même cohérent. Il est cohérent dans les critiques qu'il fait des incohérences des autres. Mais lui-même ne produit pas de système. Voilà. Il y a le Nietzsche de gauche de Michel Onfray, et il y a le Nietzsche de droite des nazis. Tous les deux existent. Il n'y a aucun problème. Il y a un Nietzsche racialiste, et puis il y a un Nietzsche, comment dirais-je, de gauche qui est plus... Je vais laisser ça à Onfray, c'est plus son truc. Mais voilà, le Nietzsche de gauche existe, le Nietzsche de droite existe. Et à chaque fois dire Nietzsche n'est pas de droite parce qu'il y a Nietzsche de gauche, Nietzsche n'est pas de gauche parce qu'il y a de droite, il y a les deux. Nietzsche est un penseur critique, ce n'est pas un penseur à système, c'est un penseur d'intuition, ce n'est pas un penseur vraiment de concept, c'est un penseur d'aphorisme, c'est un atypique, et surtout avec un style très,
très impressionnant, avec un pied, je dirais presque dans la poésie. Il est dans la tradition presque des philosophes artistes, mais c'est pas un penseur à système. C'est pour ça que d'ailleurs les penseurs qui aiment les philosophes à système parfois le méprisent. Ceux qui aiment Marx et Hegel ne savent pas trop où mettre Nietzsche. Voilà, mais bon, je veux clore là-dessus. Maintenant sur le philosémitisme de Nietzsche. Donc Nietzsche était anti-prussien, pro-français, ce qui veut bien dire quelque chose, et même à la fin de sa vie, par fâcherie envers Wagner, dont il était un grand admirateur, Wagner qui est un antisémite carabiné. On verra, puisque maintenant on va faire les antisémites du mois. C'est un génie de la musique, effectivement de l'art total. C'est lui qui a inventé l'art total, et l'œuvre la plus longue de l'histoire de la création artistique, faut le savoir, est un antisémite carabiné. Donc, antisémitisme égale abruti, imbécile, crétin, etc. Très difficile à vendre quand on a une vraie culture. Ça, j'y reviendrai régulièrement. Et donc, à un moment donné, je dirais Nietzsche, qui était l'ami de Wagner, se fâchant avec lui, prend parti à la fin de sa vie, avant qu'il devienne fou, pour Bizet et la légèreté française, c'est-à-dire pour Carmen, contre le Parsifal de Nietzsche, de Wagner. Voilà, donc il y a aussi une dimension humaine, de colère, etc. Maintenant, je vais revenir à... Effectivement, Nietzsche est un grand admirateur des Juifs, il l'a écrit plusieurs fois. Mais pourquoi les admire-t-il? Pour leur capacité de haine et leur constante dans leur volonté de domination. Première chose. Deuxièmement, pour le fait qu'ils ont vaincu en tant que peuple de prêtres les Romains, c'est-à-dire des guerriers, par la manipulation sémantique et l'apologie du faible. Et qu'ils ont été des corrupteurs et qu'ils ont fait triompher, il admire leur capacité à avoir été fait triompher finalement ce qu'il appelle le mal par rapport à sa pensée du surhomme, c'est-à-dire les êtres faibles qui arrivent par la dialectique à se faire, à imposer les valeurs qui détruisent finalement le monde du bien, de la virilité et de la force. Virilité, très important, on y reviendra tout à l'heure. Donc il est philosémite que pour des mauvaises raisons par rapport aux valeurs obligatoires universelles de 1945. Le mot qui revient systématiquement chez Nietzsche quand il parle des Juifs, c'est leur inextinguible capacité de haine. Il les identifie bien comme le peuple de la haine. Et pour ceux qui ne me croient pas, il suffit d'aller dans cet excellent bouquin de Blanc-Rue qu'on va rééditer, Le monde contre soi, anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme, et vous avez un certain nombre sur Nietzsche, vous avez 3 pages de citations qui montrent effectivement qu'il admire les Juifs pour leur inextinguible capacité de haine. Il part même c'est grâce à la faculté qu'ils ont de mépriser l'homme. C'est Rome contre la Judée contre Rome. Il n'y eut point jusqu'à ce jour d'événement plus considérable que cette lutte, cette mise en question, ce conflit mortel. Rome sentait dans le Juif quelque chose comme le contre-nature par excellence, un monstre placé à son propre antipode. À Rome, on considérait le Juif comme un être convaincu de haine contre le genre humain. Vous voyez ? Donc, pour les crétins, parce que c'est les commentaires des commentaires qui continuent à me dire « Vous vous trompez, Nietzsche était philosémite comme Tolstoï était philosémite », évidemment, ce ne sont pas des antisémites carabinés. Les antisémites carabinés sont rarissimes en réalité. Même Adolf Hitler est très subtil dans ses propos sur les Juifs quand on veut bien le lire. Mais Nietzsche aimait et respectait les Juifs pour des raisons aujourd'hui totalement antisémites, comme peuple à la haine inextinguible et dont la force a été la destruction du monde du bien, qui est le monde de Rome, et dont la capacité inouïe et remarquable est sa capacité à mépriser l'homme. Voilà. Donc pour ceux qui veulent continuer à m'emmerder sur les philosémites d'avant-guerre, je vais continuer à les remettre à leur place systématiquement. Voilà. Je pense que on peut d'ailleurs enchaîner, je crois, sur le... Oui, alors l'antisémite du mois, d'ailleurs, il y en a tellement que... comme je ne suis pas sûr de vivre encore très longtemps, je ne tiendrai pas, donc je vais en faire plusieurs par mois. Donc là, j'ai fait Nietzsche, le philosémite antisémite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Dostoïevski. Alors là, oui, je vais aborder Dostoïevski. Alors, parce que Dostoïevski, génie de la littérature russe. On ne peut pas dire que c'est un abruti, un crétin. Alors, je vais vous lire... une phrase de Dostoïevski que j'ai pris dans cet excellent bouquin de notre ami Félix Niche, qui s'appelle Ex-France, voilà, que nous éditons, et qui parle de tas de choses. Ce sont des petits textes, des texticules, mais c'est excellent. Et là, j'y ai trouvé justement une citation de Dostoïevski.
il me vient parfois en tête une fantaisie. Que se passerait-il en Russie si, au lieu de 3 millions de juifs qui s'y trouvent, il y avait 3 millions de Russes et 80 millions de juifs? Que seraient-ils devenus chez eux, ces Russes, et comment auraient-ils été traités? Les aurait-il mis sur le même pied qu'eux-mêmes? Leur aurait-il permis de prier librement? N'en aurait-il pas fait tout simplement des esclaves? Ou bien, pire encore, ne leur aurait-il pas tout simplement arraché la peau? Ne les aurait-il pas massacrés jusqu'à la destruction complète, comme ils l'ont fait avec les autres peuples de l'Antiquité, au temps de leur histoire ancienne? Le Youpin, sa banque, dirige maintenant tout. L'Europe, l'instruction, la civilisation et le socialisme. Quand toute la richesse de l'Europe disparaîtra, restera la banque du juif, et sur l'anarchie s'élèvera l'antéchrist. Alors maintenant, on peut me dire, bon bah, Dostoïevski, c'est un russe, c'est un allumé. Alors là, je vais enfoncer encore le clou, parce que comme ça, je pense que les commentaires après vont se calmer, les commentaires intelligents. Je vais vous prendre un Français, inattaquable, socialiste, et socialiste du socialisme représentatif à la française, hein, même pas un socialiste révolutionnaire, un Proudhon, etc. Jean Jaurès. Hein. Alors, je vais vous lire un extrait d'un discours de Jean Jaurès dans un meeting socialiste de juin 1898. Hein. Tout ça est tracé, hein, au Tivoli-Vauxhall, consacré au congrès de Stuttgart. Jean Jaurès. Nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain, quand ce n'est pas la fièvre du prophétisme, nous savons bien qu'elle manie avec une particularité, une particulière habileté, le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corruption et d'extorsion. Citation de Jean Jaurès. Donc là, je pense que M. Prasquier devrait demander qu'on enlève Jean Jaurès, qu'on le raye de la carte, c'est-à-dire qu'on supprime toutes les rues Jaurès de France, tous les lycées, etc. etc. C'est du lourd. Hein. Alors maintenant, je vais faire deuxième citation de Jaurès, au cas où vous penserez que ce serait dans un moment de folie. C'est sur la question juive en Algérie. Donc là, on est sur les 1er mai 1895. Hein, donc c'est 25 ans après le décret Crémieux. Hein, pour ceux qui veulent s'instruire, qui cherchent ce qu'est le décret Crémieux et le rôle que ça a joué en Algérie, notamment dans la relation des colons français chrétiens avec les indigènes musulmans, etc. Bon, donc, deuxième citation de Jean Jaurès. Dans les villes, ce qui exaspère le gros de la population française contre les Juifs, c'est parce que, par l'usure, par l'infatigable activité commerciale et par l'abus des influences politiques, ils accaparent peu à peu la fortune, le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique. Hein. Jean Jaurès, éditorial politique de la Dépêche, Journal de la démocratie, mercredi 1er mai 1895, numéro 97-51, intitulé « La question juive en Algérie ». Voilà. Bon. Donc maintenant, si quelqu'un va encore me défier sur les philosémites d'avant-guerre, j'en ai comme ça pour jusqu'à la fin des temps, des citations. Hein. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut changer de sujet. Hein.